Des séparatismes en ce sens où il peut y avoir des groupes de personnes qui souhaitent se séparer du reste de la société et appliquer des règles qui sont contraires à la loi commune, qui sont contraires aux normes républicaines. Toute accusation d'islamisme aujourd'hui, c'est une espèce de tentative de disqualification pour éviter de débattre. Et il a fini par m'expliquer qu'en fait, la demande de me convoquer venait du rectorat qui lui-même l'avait reçue du ministère. Et donc ce qu'on va casser, c'est cet outil qui fonctionne bien, car encore une fois, les reproches qu'on fait sont vagues, diffamatoires et pas étayés sur des faits. Ils sont contredits par tous les acteurs de terrain. Il y a des séparatismes au sens, et là c'est très important de définir les mots, parce que sinon en effet on rentre là encore dans de nombreuses confusions et on peut mal interpréter les propos. Des séparatismes en ce sens où il peut y avoir des groupes de personnes qui souhaitent se séparer du reste de la société et appliquer des règles qui sont contraires à la loi commune, qui sont contraires aux normes républicaines. Donc là, il y a problème, puisque du coup, il y a confrontation, il y a opposition avec la loi commune et non-respect de la loi. Mais ce sont des séparatismes, au pluriel, et ça concerne tous les groupes qui sont dans cette logique-là. Alors effectivement, il y a l'islamisme radical, avec cette logique d'islam rigoriste qui, d'une part, va vouloir se séparer du reste de la société, mais aussi radical, c'est-à-dire avec une violence contre cette société, avec évidemment des dérives dramatiques qui peuvent aboutir au terrorisme. Après, mais il y en a d'autres, il y a des séparatismes qui sont liés aux dérives sectaires. Aujourd'hui, les dérives sectaires touchent plus d'un demi-million de personnes, 500 000 Français. Ce sont des dérives séparatistes aussi qui vont chercher à imposer à des groupes de personnes des normes tout à fait opposées au droit commun. Et puis il y a aussi des mouvements identitaires d'extrême droite qui sont dans une logique aussi séparatiste, qui s'opposent à la République laïque et qui le proclament d'ailleurs régulièrement et qui sont dans une logique de retour, par exemple, à une église d'État et qui surtout s'opposent à toute diversité de la société, on le sait, et vont avoir parfois des actions violentes ou fomenter des actions violentes, notamment contre les populations dites immigrées, etc. Et d'ailleurs, plusieurs attentats ont déjà été déjoués ces dernières années. Donc une loi sur les séparatismes, idéalement, devrait concerner tous les séparatismes dont vous parlez. Oui, tout à fait. Mais c'est normalement ce qui est prévu. Dès qu'il y a une tête de musulman qui dépasse un peu, qui a un discours un petit peu plus argumenté, serein, tout de suite on lui colle l'étiquette d'islamiste. C'est ce qui vous est arrivé ? C'est ce qui m'est arrivé et c'est ce que malheureusement des députés qui ne sont pas d'extrême droite reprennent justement cet argumentaire-là. Il faut comprendre que l'accusation d'islamisme, de rappeur islamiste, c'est une espèce de tentative de disqualification pour éviter de débattre. Ça existe sur des artistes, ça existe sur des universitaires, sur des politiques, sur des journalistes. Toute accusation d'islamisme aujourd'hui, c'est une espèce de tentative de disqualification pour éviter de débattre. J'ai écrit un morceau qui est un hymne à la laïcité en réalité. Je prône depuis longtemps un espèce de retour à l'application stricte de la laïcité, dans le sens de sa lettre et de son esprit. Ce morceau va jusqu'à l'exorcisme de la laïcité pour la déposséder de démons qui lui font dire des choses qu'elle ne dit pas. Donc, s'il y a des réactions aujourd'hui de ce morceau, c'est bien que le morceau a fonctionné en fait. Lorsque j'estime que j'ai été un peu loin dans la provocation avec le morceau Don't Like, c'est avec le clip. C'est-à-dire que j'ai rajouté de la provocation sur de la provocation. L'alliance. Il y avait les mots et les images. Exactement. L'alliance des mots et des images, c'était peut-être pas nécessaire justement pour amener sur quelque chose de plus serein. Habituellement, j'amorce un débat avec des mots. Je le désamorce avec une image, avec une rencontre comme celle-ci, avec un débat, avec une discussion. Moi, en tant qu'artiste, mon rôle, c'est de mettre en illustration ces absurdités, de les exagérer pour justement renverser un petit peu le rapport, pour leur mettre au visage qu'il y a quand même des incohérences, des incompréhensions, et il va falloir quand même que l'on débatte sereinement de ça. Mon rôle à moi, en tant qu'artiste, c'est d'exacerber tout ça, d'exacerber ces attaques, d'en faire une espèce de stigmate que je retourne contre celui qui produit ce stigmate-là. Quand je m'appelle moi-même Islamo-Kaïra dans le morceau Don't Like, c'est pas parce que je théorise l'islamo-kaïraïsme au quotidien et que j'ai envie d'en faire un groupe, une secte ou quoi que ce soit. Non, c'est justement pour retourner le stigmate contre celui qui produit ceci, pour l'en déposséder de son sens et voir comment il va réagir maintenant lorsque
moi-même, je m'affuble du stéréotype islamo-caïra. Je crois qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un refus du fait de voir des descendants de migrants, des descendants de colonisés devenir des égaux au sein de l'université, pouvoir développer des recherches qui sont perçues comme pertinentes, effectivement, qui sont reconnues comme pertinentes. Et effectivement, j'ai été invitée comme professeur en Suède, aux États-Unis, et donc personne ne m'a jamais demandé pourquoi j'utilisais ce type de vocabulaire. Au contraire, il fait sens partout où ces questions-là sont examinées avec le sérieux et surtout avec le calme qu'elles requièrent. Donc, le paradoxe, c'est que, encore une fois, je me retrouve à être convoquée dans l'université à Paris 8 au printemps 2016, donc ça fait 5 ans. Mmh. Et la convocation porte sur le fait que je dois respecter un droit de réserve, une obligation de réserve, et que je ne peux pas faire état de... je ne peux pas parler ès-qualité, c'est-à-dire en tant que professeur des universités, lorsque j'interviens dans des enceintes qui ne sont pas universitaires stricto sensu, mais qui sont militantes ou autres. Alors, j'ai dû expliquer au directeur général des services qui avait été missionné par la présidente de l'Université Paris 8 pour me recevoir, que le Conseil constitutionnel, en fait, me garantit toute liberté d'expression, que je n'ai aucune obligation de réserve à respecter. Il était un peu désarçonné par le fait que je ne fléchissais pas sur mes droits. Et il a fini par m'expliquer qu'en fait, la demande de me convoquer venait du rectorat qui lui-même l'avait reçue du ministère. Je rappelle qu'à l'époque, donc, la ministre explication était... claire, là, en tout cas, il y avait clairement une intention. C'était Najat Vallaud-Belkacem qui était ministre, qui s'était émue dans l'hémicycle de ces rencontres non blanches dont parlait un certain islamologue tout à l'heure, alors que les paroles non blanches ont été développées dans le contexte de la mobilisation contre la loi travail, et non pas la loi El Khomri, comme tout le monde s'apesantissait sur ce nom. Et en fait, ces groupes étaient constitués, effectivement, ils invitaient des orateurs qui étaient considérés comme étant subissants des formes de racisme, à la fois structurelles et des discriminations, alors que tout le public était bien de toutes origines et n'était là que parce qu'il manifestait un intérêt à cela. Donc ce que ça traduit, à mon sens, c'est qu'il y avait une entreprise d'intimidation et de démoralisation qui était déjà présente. Il s'agissait effectivement de me fragiliser d'une certaine manière. J'ai été la seule, à ma connaissance, à être convoquée pour m'expliquer sur mes travaux, mais et surtout sur mes prises de position. Et aujourd'hui, on voit que ça s'intensifie. C'est-à-dire, il va de soi, il devient même urgent pour sauvegarder la nation, d'attaquer et donc de demander des comptes, de créer de véritables tribunaux inquisitoriaux pour mettre sur la sellette des personnes comme moi. L'Observatoire de la laïcité, qui est composé de personnes vraiment diverses, pas pour faire semblant, qui n'ont pas le même avis, qui n'ont pas les mêmes parcours, a aussi une originalité qui est rare en France. C'est qu'on a à la fois des parlementaires, des personnes d'expériences diverses et des administrations. En général, on a parfois des parlementaires dans une commission consultative ou des personnalités compétentes. On a les trois. Et les trois, ça nous donne trois regards différents, trois manières d'analyser les choses. Nous rendons depuis 5 ans tous nos avis par consensus à l'unanimité. Et donc, nous avons un outil qui est solide. Et ce qui se passe en ce moment, qui est très frappant, c'est que tous les gens qui se manifestent, des gens parfois qu'on ne connaît pas, pour dire « continuez, si vous avez fait important », nous disent « on a grâce à vous un outil pour réfléchir et pour agir, un outil impartial ». Et c'est dit sur tous les bords de l'échiquier politique, c'est dit dans tous les syndicats, c'est dit dans toutes les grandes organisations, c'est même dit par 60 chercheurs étrangers. Donc la performance qui a réussi cette toute petite équipe, je rappelle qu'en dehors des 20 membres qui sont là représentant leur administration ou membres de droit à titre bénévole, nous avons 2 assistantes, une chargée de mission, 2 apprentis et un rapporteur général. Ouais. Et 70 000 € à peu près de budget. Les salaires étant pris en charge. Et donc la performance, moi que je salue, de toute l'équipe, à commencer par l'équipe permanente de base, c'est d'avoir réussi à fabriquer un outil qui est reconnu partout. Et donc ce qu'on va casser, c'est cet outil qui fonctionne bien, car encore une fois, les reproches qu'on fait sont vagues, diffamatoires et pas étayés sur des faits. Ils sont contredits par tous les acteurs de terrain. Sur France Inter, vous pouvez aller dans des endroits où on est allé, demander ce que les gens en pensent. Ils ont gardé des grands souvenirs. On est très souvent applaudis, c'est émouvant. En disant, grâce à vous, on comprend quelque chose à la laïcité, on a un outil solide. On n'est pas forcément d'accord avec tout ce que vous dites, mais on a les éléments pour comprendre. Et casser cette expérience et cette indépendance, c'est extrêmement grave. Nous nous bornons à dire ce que dit le droit. On n'a pas de préférence idéologique. Et c'est monstrueux, c'est scandaleux de dire qu'on travaille avec des officines qui sont contre la République. Dans la loi que propose le gouvernement, il y a des mesures que nous avions demandées depuis longtemps. Ce sont des mesures de fermeté pour éviter
ces gens qui veulent prendre le contrôle au nom d'une religion. C'est le contraire de la laïcité. Donc moi, je suis indigné qu'on nous fasse des accusations pareilles. Sur ce contexte après les attentats, c'est une initiative prise par de nombreuses associations, par des syndicats, par un ancien grand maître du Grand Orient, par le grand rabbin. C'est ceux-là les signataires avec qui on signe. On signe pour dire ne nous déchirons pas, on doit rester ensemble, on doit rester français avec notre laïcité. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui sont peu recommandables qui signent. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un délit de consignature. Moi, je signe un texte que je signerai encore aujourd'hui. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des attentats, des actes anti-musulmans, comme anti-juifs, comme anti-chrétiens. On est dans un climat de haine et de tension. Et ce qu'on voulait à l'époque et ce qu'on veut toujours, c'est empêcher cette tension, cette haine. Quand je dis la France n'a pas de problème avec sa laïcité, je m'excuse, je le redis 3 fois plutôt qu'une. La laïcité est un trésor républicain. Elle apporte des solutions parce qu'elle propose des solutions universelles, un équilibre entre les libertés que nous avons, nous, de croire et de conviction, et le bon fonctionnement collectif.